Je vous souhaite la bienvenue à cette audience du tribunal pour les générations futures. Ce tribunal est une juridiction un peu particulière. Ce soir, les parties civiles ne sont pas présentes, et ce pour une raison simple, elles ne sont pas encore de ce monde. Au tribunal pour les générations futures, les questions débattues le sont dans l'intérêt de nos descendants qui ne peuvent pas se défendre, on l'a vu, alors même qu'ils seront concernés, quoi qu'il arrive, par les choix de société que nous faisons aujourd'hui. À l'ordre du jour ce soir, les leaders de demain dirigeront-ils avec le cœur? Pour répondre à cette question, nous allons accueillir 3 témoins qui comparaîtront à la barre dans quelques instants. Je vous les présenterai en temps et en heure, mais avant de passer à la présentation des faits, laissez-moi introduire la Cour. Monsieur le procureur, Alexandre Kouchner, et maître Florie de Bayeux, avocate de la défense. Enfin, Tommy Dessine, notre greffier, qui s'assurera de trouver les mots et les dessins pour mettre le débat en perspective et parfois vous faire sourire. J'espère. Vous pouvez les applaudir. Défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Celui-ci aura la lourde tâche, en clôture de cette séance, de prononcer un verdict. Ce jury, c'est vous, chère audience. À la fin des débats, vous serez appelés à vous prononcer dans l'intérêt des générations futures. Je l'ai dit, soyez donc bien attentifs, préparez votre esprit critique. Les générations futures comptent sur vous. À présent que notre cours est au complet, je déclare ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Prenons un instant tout de même pour revenir sur les faits, lire notre acte d'accusation. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit le renard au Petit Prince dans le fameux conte d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans cette phrase, il y a l'idée d'une connaissance universelle qui émanerait du cœur. L'idée que c'est le cœur qui nous permet de rencontrer l'altérité, les autres, quelle que soit leur forme. Le cœur serait aussi le symbole du besoin de connexion à ce qui nous entoure, au vivant, au matériel et plus encore à l'immatériel. Dans notre vie personnelle comme dans notre champ professionnel, l'intelligence du cœur peut ainsi apparaître comme une boussole pour affronter les défis de notre temps. L'intelligence du cœur, je le rappelle, repose sur 3 piliers, le courage, l'intuition et l'empathie. L'intelligence du cœur se présente comme un alignement possible entre l'être et le faire, autrement dit une certaine forme de retour à l'équilibre. C'est aussi une force transformatrice qui permet notamment de repenser le leadership, le rôle du dirigeant, pour fixer le cap, pour proposer une vision stratégique, pour esquisser les chemins permettant de l'atteindre en embarquant avec lui son groupe. C'est l'intuition du dirigeant qui se révèle prépondérante. Encore faut-il avoir le courage d'écouter et d'agir en fonction de cette intuition dans un monde dominé par la rationalité, la puissance des chiffres. Alors pour diriger dans un monde de plus en plus incertain, où la capacité à déterminer des horizons souhaitables apparaît cruciale, faut-il mettre son cœur sur le devant de la scène? Un dirigeant peut-il écouter son intuition pour projeter son entreprise dans l'avenir, ou bien peut-il prendre des décisions stratégiques en se fondant sur sa seule rationalité? L'empathie et les qualités sensibles sont-elles vraiment indispensables pour diriger? Ne peuvent-elles pas, dans certaines situations, entraver la capacité à prendre des décisions? Autrement dit, chers jurés, les leaders de demain dirigeront-ils avec le cœur? Ce sera à vous de trancher cette question à la fin de la séance. Mais à présent, nous passons aux auditions. Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur ce sujet, nous allons auditionner nos 3 témoins. Avant cela, je souhaite donner la parole au procureur puis à l'avocate, afin qu'il nous informe en une minute seulement, de la ligne tenue par l'accusation et par la défense. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, c'est à vous. Je crois que les défis auxquels nous devons faire face sont beaucoup trop graves et qu'il n'est besoin désormais d'une action concertée, pensée, durable, plutôt qu'un espèce de haut-le-cœur qui serait au mieux naïf, voire au pire complètement dangereux. Merci, monsieur le procureur. Maître de Bayeux, avocat de la défense, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, il nous faut reconstruire un monde viable. Et c'est un projet qui ne peut être porté que par des leaders qui ont le courage de suivre leurs intuitions. C'est donc le fait de diriger avec le cœur que je vais défendre ce soir. Merci. Merci, maître. Nous passons désormais aux auditions. Nous pouvons démarrer les audiences. J'appelle à la barre notre premier témoin, Madame Anne Charpy. Veuillez nous rejoindre. Merci Madame Charpy d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici? Je suis Anne Charpy.
Je suis la fondatrice et la présidente d'une association qui s'appelle Voisins Malins. Et j'ai eu la folie de suivre ce parcours dirigé avec le cœur. Voilà. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocate. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites-le. Oui, je le jure. Merci, Madame Charpy. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vois que la justice n'est pas exactement complètement réparée encore. On va essayer, comme ça vous serez mieux. Merci. Madame Charpy, Voisins Malins agit dans les quartiers populaires pour renforcer le pouvoir d'agir des habitants et recréer du lien. Vous intervenez dans 22 villes, vous avez déjà touché 100 000 personnes. C'est une action massive, c'est une action importante. Est-ce que vous auriez pu aider tous ces quartiers et tous ces habitants sans développer un système qui se rapproche de l'entreprise, avec des process, de l'expertise, voire même une certaine forme de hiérarchie? Oui, écoutez, monsieur le procureur, ce ne sont pas des gros mots que vous avez prononcés, et je dirais même que dès le départ de Voisins Malins, j'ai revendiqué ce côté d'entreprise sociale, et à commencer par donner un contrat de travail aux habitants qui travaillent, qui sont les ressources, qui sont les voisins malins, et ça c'était une décision importante pour un engagement réciproque, et également pour facturer des services, ces services d'information aux entreprises locales, aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales, et donc qui payent le juste prix pour reconnaître la valeur créée par ces habitants qui font du porte-à-porte. Et donc c'est une entreprise, les process garantissent une équité et l'expertise, on avait besoin d'expertise, donc on a par exemple digitalisé avec les voisins malins qui travaillent avec des tablettes, mais l'expertise est des deux côtés. Donc l'expertise, c'est celle de savoir ouvrir des portes, de savoir discuter avec des gens qui n'ont plus confiance en personne. Donc on a équilibré l'expertise. Et la hiérarchie, ça permet de faire exister un cadre qui donne la place à chacun. Donc la hiérarchie, oui, j'assume d'avoir une certaine hiérarchie dans ce projet. C'est intéressant ce que vous dites. Les process garantissent l'équité. Je voudrais qu'on aille un petit peu dans cette idée de garantie. Les habitants de ces quartiers, est-ce qu'ils ont surtout besoin d'empathie, de générosité, d'un accompagnement du cœur, ou est-ce qu'on pourrait se dire qu'après tout, quand même, une politique publique volontariste, d'action concrète qui redonne vraiment leur chance au territoire, ce serait pas mal non plus? Écoutez, je plaide d'abord pour la politique publique responsable, concrète. Et je dirais que le problème, c'est que la politique publique, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment volontaire en général. Elle manque de concret. Donc, on est souvent dans l'abstraction. On n'a plus tellement d'interlocuteurs. On omet de s'intéresser à des sujets importants pour les gens. Quand vous avez des punaises de lit, on peut vous inviter à une réunion publique sur l'avenir de votre résidence. Mais je dirais, tant que ce sujet vous empoisonne, vous ne serez pas très réceptif. Vous avez d'autres sujets à traiter. Donc, c'est notre propos. Et je dirais que pour réussir à rentrer dans le concret, il faut de l'empathie, en fait. Rentrer dans le concret, c'est comprendre quels sont les sujets qui sont importants pour les gens aujourd'hui. L'empathie, c'est aussi comprendre quelles sont les solutions qu'ils ont pu expérimenter, quelles sont les ressources qu'ils mobilisent. Et je dirais que le service public aujourd'hui, qui est un acteur fondamental de l'équation, je dirais, souffre d'un manque d'empathie en interne vis-à-vis des interlocuteurs, qui sont les interlocuteurs de ses habitants, qui sont ceux qu'on a vus au moment du Covid. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la crise de l'hôpital et des soignants. Eh bien, ces personnes sont celles qui, pour pouvoir être en relation avec les habitants et bien assurer le service, ont besoin elles-mêmes d'une empathie en intérieur. Donc je pense que le service public aurait largement besoin d'empathie. On y gagnerait tous. N'avez-vous pas peur, en assurant cette empathie qui manque tant désormais au service public, de non pas cautionner peut-être cette approche purement comptable qui ne prend plus en compte ses habitants, mais de venir apporter une forme de garantie de responsabilité et de respectabilité pour ces politiques publiques qui, franchement, font plutôt preuve d'une absence totale d'humanité? Eh bien, je pense que nous sommes dans une crise de nature systémique. Les politiques publiques et tous les agents de services publics sont des personnes qui sont là parce qu'elles veulent rendre service, elles veulent permettre que les habitants aient accès à des droits, que ce qu'on appelle la promesse républicaine arrive dans les chaumières.
Donc, je dirais que si on part du postulat que ces gens-là et que l'institution est coupable, on n'arrivera à rien et on ne fera qu'empirer une situation de clivage et d'incompréhension. Donc, je dirais que c'est là que l'intelligence du cœur fonctionne. Le courage, c'est de dire, en face, on a des personnes qui cherchent à bien faire, essayons de créer des expériences de coopération réussies qui font que l'habitant aura une petite victoire, une résolution. Par exemple, il aura pu s'inscrire à Pôle emploi, ouvrir un droit, et en face, on a un fonctionnaire qui sera content d'avoir contribué à ça. Donc, je dirais, c'est cette coopération qui va permettre de réussir, et c'est surtout pas en affrontant qu'on va trouver des solutions. Madame, vous avez récemment fait le choix de passer la main de votre association en partie, après un long chemin qui a amené donc Voisins Malins dans toutes ces villes. Comment est-ce que vous avez choisi votre successeur? Est-ce que vous êtes basé sur un coup de cœur, ou est-ce que vous avez eu besoin d'une personne qui a des compétences, qui a une expérience et qui, au fond, vous donne une certaine garantie de la pérennité de votre action? Eh bien, je dirais les deux, mon capitaine. Je dirais que c'est d'ailleurs, enfin, vous essayez d'opposer en réalité. Oui, je vais essayer longtemps, je vous préviens. J'ai commencé par regarder ses compétences. Donc c'est quelqu'un qui coche beaucoup de cases, que j'avais bien définies. Je l'ai fait rencontrer par des membres du conseil d'administration et par des collègues. Et ensuite je l'ai vu moi. Et là pour le coup, c'était un vrai coup de cœur. Et j'ai écouté ce coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est que j'ai quelqu'un en face qui a la flamme de donner le pouvoir à ses habitants, qui a cette conscience de la valeur du service public et du fait qu'on va coopérer, et j'ai pris un risque, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore connu cette expérience de dirigeant. Et je me suis dit, elle a tellement envie que finalement ce rôle va la révéler et qu'on va être les premiers à en profiter. Donc en effet, c'est un vrai coup de cœur. Et je pense que c'était fondamental, parce qu'après, il faut qu'on soit en confiance. Elle m'a tenu la tête, elle m'a posé des questions, c'est elle qui menait l'entretien. Je me suis dit, waouh, elle est quand même forte, parce qu'il va falloir qu'elle prenne la place de la fondatrice. Et je dirais, il faudra qu'elle m'aide, parce que pour moi-même, je sens que j'aurai le dark factor dont on a parlé tout à l'heure, qui va être bien présent dans un coin. Voilà, merci monsieur le procureur. Merci à vous. J'ai plus de questions, monsieur le président. Merci monsieur le procureur, merci madame Charpie. Madame Maître Debayeux, la témoin est à vous. Merci monsieur le président. On l'a dit, vous avez fondé et vous avez dirigé pendant 10 ans Voisins Malins. Bravo déjà. Et bien sûr, vous passez la main, comme vient de le dire monsieur le procureur, vous passez la main à quelqu'un que vous avez choisi. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, avec 10 ans d'expérience sur Voisins Malins, finalement, est-ce que cette entreprise, monsieur le procureur a bien essayé de le montrer avec sa première question, c'est une entreprise, est-ce que cette entreprise, finalement, elle ne vous ressemble pas personnellement? Est-ce qu'elle n'a pas, dans sa trajectoire, dans sa vision, dans le chemin qu'elle a pris, est-ce qu'elle vous ressemble? L'entreprise, c'est une association, mais en effet avec une dimension entrepreneuriale. Je dirais elle repose sur mes convictions, mes intuitions, et je l'ai créée avec le cœur. Et mon cœur, c'est quoi? C'est d'avoir rencontré des personnes qui habitent dans ces quartiers. Alors c'est plus facile, je les ai rencontrées au Chili, et qui ont une telle force de transmission quand elles ont une bonne nouvelle, une opportunité qui se présente à elles. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on ne connaît pas. Et j'ai eu envie de donner une place à ces personnes et d'apporter une organisation pour qu'elles puissent apporter leur énergie et leur envie de contribuer. Donc, en effet, en cela, ça me ressemble. Mais je dirais que dans Voisins Malins, ce sont avant tout les voisins malins. Et aujourd'hui, vous les rencontrez, ils sont tous très différents. Il y en a pas loin de 200. Ils sont dans 22 villes, en effet. La plus jeune est au lycée, et jusqu'à des retraités, des mères de famille, des actifs. 36 langues parlées. Chacun est voisin malin. Et ils le disent. Ils disent, moi je suis voisin malin. Moi je suis voisin malin. Et attention, on a une responsabilité vis-à-vis des gens. On est exigeant sur le message, on ne va pas leur dire de bêtises. Et ça ne marcherait pas si chaque voisin malin n'est pas pleinement responsable de voisin malin. Donc, tout voisin malin, finalement, c'est une histoire d'incarnation diverse. Alors moi, j'étais la première, et en effet, j'ai parlé comme ça. Mais maintenant, peut-être que je parlerai moins, parce que j'aurai d'autres personnes. Enfin, il y a déjà énormément de paroles, et la parole qui compte, c'est celle qui se fait dans les appartements. Donc voilà, finalement, chacun est amené à mettre toutes ses valeurs, toutes ses envies dans ce projet qui a une dimension professionnelle,
Mais c'est ça finalement, voisin malin. Donc ça ne me gêne pas trop que l'entreprise continue. Prenne son envol. Voilà. D'accord. Vous avez passé le relais. Vous aviez déjà passé le relais finalement avec chaque ambassadeur et vous passez le relais globalement. Voilà, c'est plus moi qui vais aller chercher les sous quand on a un trou à la fin du mois et assister au conseil, au CSE, qui est fort sympathique d'ailleurs. Mais, du coup, pour être dans le concret, c'est une question toute simple. Ma deuxième question, c'est, selon vous, c'est quoi le rôle d'un leader ? Je dirais que j'ai entendu récemment une image qui m'a beaucoup plu, c'est celle du jardinier. Et le jardinier, dans le sens de Gilles Clément, je ne sais pas si vous connaissez le tiers paysage, le jardin planétaire, et le jardinier donc, qui fait éclore chaque plante autour de lui, donc qui permet à chaque personne de déployer et d'apporter ce qu'elle porte de mieux, tout son potentiel, au service d'un jardin qui est un projet collectif, un projet commun. Et voilà, donc pour moi c'est ça le rôle du leader tel que je le vois. Merci. Peut-être une dernière question. Quand on a préparé ce rendez-vous, parce que oui, on a préparé, vous m'avez raconté votre formation que vous avez appelée vous-même classique. Vous avez suivi un parcours assez classique du système scolaire. Vous en êtes sorti et vous avez mis à profit cette formation pour accompagner du microcrédit au Chili. Vous aviez alors 24 ans, je lis mes notes pour ne pas dire de bêtises. Et depuis, vous avez fait un petit bout de chemin, dont les 10 ans avec Voisin Malin. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez senti le besoin de vous former avec HLU aujourd'hui et dans le parcours que vous suivez ? J'ai une chance énorme parce que d'avoir rencontré HLU, parce que je suis un peu, depuis ma formation initiale qui m'a finalement pas tellement servi, qui m'a servi à rencontrer des gens et voilà, et à me sentir sans doute à l'aise et avoir des réseaux. Mais j'ai plus eu de formation en réalité, donc c'est ma première formation et on a un diplôme, donc je suis maintenant double diplômée, triple diplômée, j'avais 2 formations au départ. Pourquoi j'ai éprouvé le besoin après 10 ans de faire une formation ? Eh bien, pour accoucher de cette nouvelle étape, de ces décisions, de ce que j'avais envie de développer après ces 10 ans de Voisin Malin. Et pour ça, j'avais besoin de 2 ingrédients qui me manquaient. C'était de mieux comprendre les enjeux écologiques. Moi, je comprends bien les enjeux d'inégalité, d'organisation collective sur les territoires. Voisin Malin est très, sobre, puisqu'on active des ressources locales, des habitants qui font du porte-à-porte à un quart d'heure de chez eux, et on n'a pas de bureau. Mais malgré tout, je pense qu'on a une responsabilité et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on touche énormément de gens qui sont pas du tout aujourd'hui dans les discours dominants, qui sont réfractaires à des imaginaires complètement anxiogènes ou complètement techniques. Et ces personnes ont une part de la vérité, et donc comment arriver à révéler ça ? Mais donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, le deuxième ingrédient qui me manquait, donc je l'en vois aussi dans la salle, Florence l'a dit tout à l'heure, c'est de rencontrer des personnes qui sont différentes de moi. Alors je sors de l'économie sociale pour aller dans l'économie classique, mais là ce sont des personnes qui sont intéressées par cette ouverture du cœur et apprendre à diriger autrement. Et de fait j'avais l'intuition que pour porter plus de fruits, pour aller plus loin finalement dans le déploiement de l'impact de ce qu'on avait commencé à construire dans Voisin Malin, trouver d'autres formes. Il y a quelque chose qui allait se situer au carrefour entre ce qu'on savait faire, ce que je savais faire, et ces entrepreneurs. Et alors là, je dois dire que la moisson est bien au-delà de ce que je pouvais rêver, puisqu'aujourd'hui, on est en train de créer, avec Frédéric, je crois qu'il est dans la salle plus ou moins, on est en train de rêver d'un projet d'assurance inclusive. Et très concrètement, on y va, et on y va aussi en confiance et en totale vérité, en se disant toutes nos craintes, grâce à cette formation. Mais il y a d'autres projets aussi, vous avez vu d'autres acteurs, enfin, on a tous. Donc finalement, c'est ces alliances nouvelles qui vont, je pense, transformer l'économie de demain, le monde de demain, et ça passe par le fait de pouvoir se dire les choses en vérité, le fait d'avoir le courage de faire des choix disruptifs, de regarder ce qui ne va pas, de pouvoir le pointer, de parler des inégalités. On n'est pas du tout dans le cœur. C'est quoi le mot qu'on utilise tout le temps ? C'est il faut être pas dans l'empathie, mais il y a un mot. Bienveillance. La bienveillance.
La bienveillance est tellement dévoyée. Merci, monsieur le procureur. Eh bien, en réalité, la bienveillance, c'est souvent un espèce de voile pudique qu'on met pour ne pas nommer les choses qui dérangent. Alors, si elle est bien pratiquée, si on lui redonne son sens, qui est de vouloir le bien pour l'autre, mais véritablement en comprenant où il est et en écoutant jusqu'au bout ce qui ne va pas, oui. Mais souvent, j'observe qu'aujourd'hui, on a du heart-washing. Donc, ce n'est pas du tout, au contraire, l'intelligence du cœur que promeut HLU. Et dans cette espèce de vérité, vous avez vu tout à l'heure Hélène, voilà, elle dit les choses. Pas du tout. Et on est aussi dans la vie, on est aussi dans la joie. On a parlé des rêves d'enfants. Je vais vous demander de conclure, Madame Charpy. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais surtout... Terminez votre phrase. M'a l'air un peu orientée, cette question, non? En tout cas, ça sera la dernière. Ah oui. Allez-y, finissez votre propos. Eh bien, le cœur, finalement, c'est d'être connecté à son désir profond et son désir profond, c'est souvent aussi je dirais, on peut tout à fait le connecter à celui des autres, et c'est ça qui est assez sympa, c'est quand on arrive à découvrir que tout ça peut s'exprimer dans des créations nouvelles. Et on peut construire ensemble un futur plus souhaitable. Exactement. Merci beaucoup, Madame Charpy. Merci, Madame Charpy. Désolé de vous couper la parole, la fonction m'y oblige. Vous pouvez retourner vous asseoir. J'appelle notre deuxième témoin, Monsieur Éric Albert. Monsieur Éric Albert, vous pouvez vous présenter à la barre et vous allez être, comme Madame Charpy, questionné tour à tour par le procureur puis par l'avocat. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Albert, d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes spécialiste du management, entre autres. Je suis aussi psychiatre. Et vous êtes aussi psychiatre. Généralement, oui, les deux aident. Attention à ce que vous dites. Oui, je fais très attention. J'ai tout écrit. Il n'y aura pas de lapsus. Enfin, j'espère. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Oui, croyez-moi, c'est souvent le cas. Je vais rester plutôt sur le côté management, si vous voulez bien, au début. En France, depuis 2019, la loi Pacte reconnaît qu'une entreprise peut être plus qu'une simple structure de production de profit. Elles peuvent avoir des raisons d'être, elles peuvent être entreprises à mission, tant mieux. Mais au fond, même si une entreprise est à mission, son but ne reste-t-il pas d'être la plus efficace possible? Probablement. Il ne me semble pas, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, que l'équation économique soit hors sol. L'équation économique d'une entreprise, c'est juste sa sustainability de base. Donc, et dans un environnement économique, il y a de la concurrence et on est en permanence dans comment on se différencie et comment est-ce qu'on se montre plus malin, plus efficace. Par rapport à ses concurrents et à son environnement. Après, c'est évidemment pas suffisant, mais c'est à la base. Il y a probablement des entrepreneurs ici présents. Ils n'imaginent pas que leur entreprise puisse durer s'ils ne sont pas dans cette préoccupation d'efficacité et s'ils ne sont pas dans cette capacité à maintenir cette équation économique de base. C'est aussi une communauté humaine, une entreprise, c'est une communauté de projets pour permettre à tous les collaborateurs et les collaboratrices de bien travailler et donc de bien les manager. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux c'était compliqué ça. Ne vaut-il pas mieux avoir des process établis, des règles, des méthodes, un cadre, parfois peut-être un peu froid, mais systématisé, que des coups de cœur? C'est-à-dire, si l'on inverse même ce propos, est-ce que le management affectif n'est pas plutôt source de conflits? Alors, est-ce qu'on a besoin de process? Certainement, on a besoin de process de base pour organiser le système. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a remplacé, en fait, l'esprit de ce qu'on attend des acteurs, leur mentalité, leur comportement, en surprocessisant l'entreprise et en les enfermant dans du si alors. Le process, c'est si alors, c'est-à-dire que ça vous dit exactement ce que vous avez à faire et ça ne vous laisse aucun espace parce qu'on n'a plus confiance dans les acteurs.
Et en fait, si on raisonne process, dans l'entreprise, il y a toujours, et de toutes les entreprises, vous avez une balance entre la capacité qu'on a à être dans l'état d'esprit, le comportement, le sens de ce qu'on met et la confiance qu'on fait aux acteurs, versus les process qu'on met. Moins on est capable de faire en sorte que les acteurs s'approprient un état d'esprit commun et le mettent en œuvre, plus on va être obligé de mettre du process. Mais ne nous trompons pas, le process est idiot. Et donc le process marche dans un mécanisme d'exécution et qui amène l'individu à s'abriter derrière le process de façon complètement, je dirais, victimaire très souvent, mais qui l'arrange. Si on veut des gens intelligents, si on veut faire fonctionner l'intelligence collective, on est obligé de lever le plus possible de process, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, il faut juste le minimum pour organiser, et après il faut donner le plus possible d'espace à l'acteur pour que dans un état d'esprit qu'on a bien défini, il mette en œuvre un certain nombre de comportements et évidemment qu'il réfléchisse. Ça m'aide pas trop ce que vous dites. Je suis désolé. Je vais essayer quand même d'avoir à un moment quelque chose qui fonctionne. On a le temps, monsieur le procureur. Oui, c'est bien ce qui me fait peur. Madame Charpie nous le disait à l'instant, certains mots sont parfois dévoyés. C'est-à-dire que le management a aussi ses modes, ses mouvements, ses tendances. À un moment, c'était le lean management. Il fallait être très agile, comme si avant on était vraiment débile. Et à ce lean management a succédé au fond le credo du bien-être en entreprise. Souvent, c'est une séance de shiatsu tous les trimestres et éventuellement un baby-foot. On voit désormais aussi, et Madame Charpie nous l'a rappelé, une forme d'impératif de bienveillance. Tout le monde s'aime en entreprise. D'ailleurs, si nous sommes dans cette entreprise, c'est pas du tout parce qu'à la fin, on a des factures à payer, mais parce qu'on s'aime. Est-ce que, au fond, c'est pas surtout l'apparition du bien-être washing absolu? Très probablement. Et Madame Charpie, évidemment, a souligné le dévoiement du mot bienveillance. Reste que, j'ai commencé par cette notion d'efficacité. Il ne faut pas se tromper, si on veut des gens efficaces, c'est des gens intelligents, je disais tout à l'heure, de la version des process, mais c'est aussi des gens qui sont contents de venir, qui sont bien là où ils sont. Là, le bien-être au travail n'est pas la première finalité, c'est un moyen pour l'efficacité. Pourquoi ce n'est pas la première finalité? Parce que si ça devient la première finalité, ça devient vite compliqué de gérer des acteurs. Vous demandez à quelqu'un de... Moi, j'ai un cabinet de conseil, alors tiens, est-ce que tu peux faire une proposition? Il va te dire, non, ça, sur le plan de mon bien-être, tu vois, pas tellement. Je le sens pas sur le plan de mon bien-être. Donc, évidemment que le bien-être est un moyen indispensable pour donner envie aux gens, pour faire en sorte que la dimension émotionnelle de l'entreprise puisse se révéler dans le sens positif du terme. Mais ça n'est pas, et d'ailleurs on voit ça, il y a une autre mode qui était le Chief Happiness Officer, vous vous souvenez peut-être de ça. Bien sûr, le chef du bureau des comptants. Quoi. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, parce que ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est d'être extrêmement préoccupé, mais c'est un sujet de management, ce n'est pas un sujet de mode, c'est d'être préoccupé par le fait que les gens avec lesquels vous travaillez trouvent du sens, se développent et surtout construisent un jeu relationnel entre eux qui est basé sur le soutien mutuel et la qualité relationnelle. Et là, vous avez un bien-être qui n'a pas besoin de chatsu, de yoga ou de baby-foot. Vous avez un bien-être qui va bien au-delà de ces gadgets dont vous parlez et qui correspond à une aspiration profonde de tout individu, de trouver du sens dans ce qu'il fait, d'être reconnu, on a parlé de l'imaginaire tout à l'heure, d'être reconnu, de se développer, c'est devenu absolument fondamental de se développer, et de faire partie d'une communauté. Et de trouver dans cette communauté énormément de types de ressources différentes. Il est là le bien-être. Est-ce qu'il est indispensable? J'en suis absolument persuadé.
J'aurais essayé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Merci de respecter le temps qui vous est imparti. Maître de Bayeux, le témoin est à vous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Albert d'être avec nous ce soir. Ma question va paraître un peu redondante par rapport à la question que j'ai posée à Madame Charpy, mais je pense que c'est important aussi d'avoir différents points de vue, et avec votre profil de psychiatre et d'expert en management, j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question. Quel est le rôle d'un leader ? Alors, on a eu beaucoup de définitions. Monsieur Blanc nous en a donné. On en a eu pas mal depuis le début de l'après-midi. Moi, je positionnerai les choses un peu d'une autre façon. Je dirais qu'une entreprise doit se concevoir comme un individu. Et un individu, il a 3 niveaux qu'il a besoin de combiner et de mettre en cohérence. Il a un premier niveau qui est un niveau inspirationnel. Chacun d'entre nous, on a une dimension inspirationnelle qui est là, qui a besoin de nous porter. Alors sur le plan individuel, il y a une dimension qui peut être religieuse, mais il y a de toute façon une question de sens, il y a une question de valeur dans ce que je mets, il y a une question de à quoi fondamentalement je sers. Donc une dimension inspirationnelle. Il y a une dimension qui est la rationalité, qui est le concret de la vie quotidienne de ce que je fais. Et là, est-ce que dans ma vie quotidienne, j'ai les moyens de faire ce qu'on me demande de faire? Est-ce que mes objectifs correspondent au temps qu'on me donne, aux moyens qu'on me donne, etc. Donc, c'est la capacité à faire. Le rationnel est dans le faire. Et puis, il y a une troisième dimension dont on a beaucoup parlé cet après-midi, qui est la dimension émotionnelle. Donc, un individu, il arrive au boulot avec une émotion, et il repart du boulot avec une émotion. Et toute la journée, sa journée est ponctuée d'émotions. Et qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui est capable de construire une entreprise qui met en cohérence l'inspirationnel, le rationnel et l'émotionnel. Et très peu d'entreprises aujourd'hui réfléchissent à l'impact émotionnel qu'elles ont sur leurs collaborateurs. On sait, la psychologie nous a montré depuis longtemps que si je n'y prends pas garde, je suis beaucoup plus focalisé sur mes émotions négatives que sur mes émotions positives. Et si nous n'y prenons pas garde dans notre vie quotidienne de l'entreprise, nous pouvons être très focalisés sur tout ce qui est négatif, et Dieu sait qu'on a des contrariétés au quotidien dans l'entreprise, plus que sur le positif. Ce leader, il conçoit son entreprise comme un individu, comme un ensemble d'individus qui partagent de l'inspirationnel. Il met beaucoup de cohérence dans le quotidien, dans le rationnel, et il est obsédé par le fait que la couleur émotionnelle de ce qui se passe dans son entreprise est une couleur qui est positive et qui donne envie. Il est responsable de donner un ton, une couleur d'émotion. Ah oui, il doit être obsédé par la couleur émotionnelle de son entreprise. D'accord. Vous en avez un petit peu parlé sur la dernière question de Monsieur le procureur. Vous avez parlé justement de ce rapport émotion-bonheur, efficacité-bonheur. Dans quelle mesure vous pensez que cette dimension émotionnelle j'aimerais bien revenir dessus, elle est importante au sein de l'entreprise? Dans quelle mesure le leader, du coup, a un levier ici entre efficacité et bonheur? Alors là c'est très simple. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui, par ses comportements, a les effets qu'il veut produire sur les autres. Donc, un leader, sa matière, ce n'est pas une matière technique, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il est. Sa matière, c'est l'humain. Et son sujet, c'est l'effet produit sur l'autre. Donc, c'est ses comportements. En psychologie cognitive et comportementale, vous voyez très très bien que les comportements, tous nos comportements, dépendent de nos émotions. Et je vais donner un exemple que les leaders adorent, prendre une décision. Prendre une décision, vous prenez une vraie décision s'il y a un risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de décision. D'ailleurs, s'il n'y a pas de risque pour vous, ce n'est pas à vous de la prendre. Ça veut dire que si vous la prenez, c'est qu'il y a un défaut de subsidiarité.
prendre une décision donc porte un risque, et chacun d'entre nous, nous avons un rapport émotionnel au risque. Alors si je suis très extrême, vous avez certains individus qui adorent le risque, qui sont excités par le risque. Et ces individus qui, quand ils prennent des vacances, vont faire du parapente ou toute une série d'autres sports extrêmes, parce que s'ils n'ont pas cette adrénaline du risque, la vie n'a pas de goût pour eux. À l'inverse, vous avez des individus qui ont peur du risque. Si je ne sais pas quelle est mon émotion quand je décide, mon émotion décide à ma place, c'est-à-dire si je suis excité, je vais choisir l'option risquée en le rationalisant évidemment. Si j'ai peur, je vais choisir l'option qui va calmer ma peur en le rationalisant. Autrement dit, l'émotion est en amont. Elle est au-dessus. Elle est là en permanence. Et chacun d'entre nous, certains de nos comportements sont purement émotionnels. Je suis dans une réunion avec des collaborateurs, je me dis il faut leur remonter le moral, là ça ne va pas en ce moment, etc. J'ai un premier collaborateur qui me prend à partie, qui me dit ah ouais non mais c'est facile pour toi de dire des trucs pareils, de toute façon tu n'es jamais là, et mon émotion monte. Je commence évidemment par le clouer le bec, parce que je suis irrité, énervé. Donc l'effet produit sur l'autre, c'est que ça, lui et les autres autour, c'est évidemment, ça glace tout le monde. Et j'ai eu un comportement qui était exactement à l'inverse de mon objectif. Ça nous arrive à tous. On a tous, par moment, des comportements émotionnels. Donc nos émotions, elles sont absolument indispensables, elles sont absolument fondamentales. Simplement, il faut savoir les utiliser. Il faut surtout savoir les reconnaître. Si je ne sais pas reconnaître mon émotion, je ne peux pas utiliser mon émotion décide à ma place. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire sans. Parce que notre humanité fait de nous des êtres émotionnels. Monsieur le Président, est-ce que je peux encore faire une question ? Eh bien, elle sera très courte. Avec une réponse très courte. Pourquoi vous pensez que nous avons aujourd'hui d'autant plus besoin de la dimension émotionnelle dans un monde de plus en plus digital ? Alors, ce que ne fera pas l'intelligence artificielle, encore pour très longtemps, c'est qu'elle ne ressentira pas d'émotion. Soyons très clairs là-dessus. Elle l'imite, elle l'identifie, elle peut la mimer, mais elle ne la ressent pas comme ressent l'émotion HAL dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, dans lequel l'ordinateur central devient jaloux. Pourquoi l'intelligence artificielle ne ressentira pas d'émotion ? Je vous rappelle que l'émotion, on ne la choisit pas. Elle nous tombe dessus. Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas de corps, elle n'a pas de biologie. Pas d'émotion sans biologie. Tant que nous n'aurons pas de biologie, nous n'aurons pas d'intelligence artificielle, quand on ne sera pas capable de les combiner, à mon avis, il faut encore pas mal de temps, il n'y aura pas d'émotion dans l'intelligence artificielle. Moyennant quoi l'intelligence artificielle ne vise, en tout cas, tous les GAFA ne visent qu'à une chose, c'est nous provoquer toute une série d'émotions en permanence pour nous capter. Et tout notre enjeu, à nous, humains, est d'utiliser nos émotions de façon évidemment beaucoup plus en lien avec notre intelligence, qui nous différenciera définitivement de ChatGPT. Merci, Monsieur Albert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Albert. L'émotion l'a emporté sur la raison en ce qui me concerne. J'ai oublié de vous faire jurer au nom des générations futures, mais je ne doute pas de votre sincérité à leur égard. Non, mais ce témoignage est donc nul et non avenu. Non, pas du tout. Je me suis rattrapé Ouais. par la branche qui m'était tendue. J'appelle notre troisième témoin, Monsieur Yannick Ménesseur. Yannick Ménesseur, vous pouvez rejoindre là-bas. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence aujourd'hui? Sinon, Monsieur le procureur va me faire un faux procès. Nous n'allons pas vexer Monsieur le procureur. Je le jure, je suis Yannick Ménesseur, maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg et chercheur en droit du numérique. Merci, Monsieur Ménesseur.
Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a commencé quand même à parler à l'instant des intelligences artificielles. Je mets des guillemets sur ces propos. D'après certains médias sensationnalistes, le vrai remplacement est en marche. C'est-à-dire que nous allons tous et toutes être virés et remplacés par ChatGPT ou Midjourney ou insérer le nom bizarre né d'un ordinateur dans la Silicon Valley. Vous qui êtes vraiment un spécialiste, c'est-à-dire en fait quelqu'un qu'on entend hélas assez peu sur des plateaux télé, pouvez-vous concrètement nous éclairer? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? C'est-à-dire, est-ce que ces machines sont réellement intelligentes et est-ce qu'elles vont vraiment nous remplacer? Monsieur le procureur, je pense que le propos précédent a déjà amorcé une esquisse de réponse. Je pense que ce que l'on appelle, d'ailleurs maladroitement, de l'intelligence artificielle, je vous en économiserai l'historique aujourd'hui, un historique marketing en 1956, quand Marvin Minsky et John McCarthy se font imposer ce titre-là. Je pense qu'une intelligence artificielle, j'emploierai ce terme-là par commodité, est aussi intelligente et aussi stupide que les statistiques peuvent l'être. Parce que quand on regarde et qu'on soulève le capot du moteur, aujourd'hui, on a affaire à quoi exactement? Eh bien, on a affaire beaucoup plus à une machinerie statistique sophistiquée, bien moins que des réplications de neurones. Alors, il y a tout un attirail, un langage anthropomorphique derrière. Alors, on nous parle de neurones, on nous parle d'apprentissage, etc. Donc, cela nous conduit naturellement vers une sorte d'assimilation. Mais posez la question à ChatGPT, comment soigner les dents d'une poule? Eh bien, ChatGPT vous répondra avec assez d'assurance, l'hygiène buccale dentaire des poules est très importante, et voilà pourquoi il faut en prendre soin. Et vous, quand vous lui dites « donnez-moi les sources scientifiques de cela », elle vous annoncera très doctement des titres d'articles qui ont été inventés. C'est ainsi qu'un avocat à New York s'est pris les pieds dans le tapis, et en générant des conclusions pour un tribunal à la hâte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ChatGPT a inventé des noms de précédents, de décisions qui n'existaient absolument pas. Alors pour vous répondre, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Certainement, par anthropomorphisme. Est-ce qu'on s'amuse à se faire peur? Aussi certainement. Est-ce qu'on a peur de l'IMC? L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Ça a été théorisé par Adolphe Quetelet, on est au XIXe siècle, et Adolphe Quetelet avait derrière la tête pas réellement une politique de santé publique. Adolphe Quetelet, dans son projet statistique, avait l'idée que tout ce qui était statistique et proche de la norme, vous savez, du haut de cette courbe de Gauss, était beau et était bon. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on se fourvoie à peu près dans la même erreur. L'IMC, on en a vu, ça a un usage, mais moi, peut-être pas, je ne suis pas très proche de cet IMC-là. Est-ce que je me porte mal? Peut-être pas. Est-ce grave? Certainement pas. Donc, si on laisse aujourd'hui l'intelligence artificielle diriger, une petite astuce, ce que je disais à mon directeur général il n'y a pas très longtemps, remplacez intelligence artificielle par statistique et vous saurez exactement ce dont on parle. J'entends donc en fait que ChatGPT est à l'intelligence ce que comegem.fr est à la médecine, quoi. On n'est pas loin de ça, monsieur le procureur. D'accord, ça me rassure. On a aussi, vous dites on joue à se faire peur. L'autre discours qui accompagne le déploiement de ces technologies, c'est que c'est trop rapide. Et c'est inéluctable. Et on y ajoute le fait que nos démocraties, un peu fatiguées, nos messieurs de l'Assemblée, qui, bon, souvent ont du mal à cliquer sur le mulot quand même, ne sont pas aptes à comprendre cette révolution et surtout qu'on ne peut pas la réglementer ou la contrôler. Vous qui êtes un professionnel du droit, est-ce que c'est vrai, on ne peut rien faire, on ne peut pas réglementer, on ne peut pas contrôler l'avènement et les usages de ces, entre guillemets à nouveau, intelligence artificielle? Sans que ce soit contradictoire, il y a bien deux phénomènes qui coexistent. Le tout premier, c'est que, je ne sais plus où j'ai entendu cette image, mais elle me parle bien, je la partage avec vous. Les technologies, c'est un peu comme la pâte de dentifrice. Une fois que vous l'avez sortie, c'est un peu compliqué de la faire rentrer. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en déployant dans nos rues, par exemple, des systèmes de reconnaissance faciale dans des objectifs que l'on comprend, de sécurité publique, enfin bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais on fait sortir une technologie qu'on aura du mal à faire re-rentrer derrière. Donc, est-ce que c'est inéluctable? Il y a malheureusement, peut-être à déconstruire, encore une fois, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, des termes d'innovation, de progrès, où on se situe par rapport à tout ça, ça doit être fortement interrogé. En revanche, le droit peut un peu aider.
naturellement, je peux défendre ma boutique, vous me le permettrez, monsieur le procureur. Absolument. En tant que juriste, je pense que ça a du sens. Le droit nous a déjà aidés, si on regarde l'histoire, et je vais prendre la protection des données à caractère personnel. Ces lois, aujourd'hui, peuvent être ressenties, je le comprends, comme une charge, comme une bureaucratie. Malgré tout, par leur présence, elles nous ont permis de créer, et le terme est important, de la confiance dans les systèmes que nous employons. Cette confiance, je vais prendre un autre exemple, l'industrie pharmaceutique. Il peut y avoir débat à la marge, mais est-ce que grosso modo, depuis les années 50 aujourd'hui, on n'a pas un peu plus confiance dans les produits que l'on achète en pharmacie? Certainement. L'industrie automobile pourrait être un autre exemple. Est-ce qu'on a freiné pour autant l'innovation? Est-ce qu'on a freiné ce qu'on pourrait appeler le progrès? Je ne crois pas nécessairement. Donc, dans ces deux mouvements que je viens de décrire, à la fois une technologie qui parfois nous dépasse et dont on a du mal à comprendre les termes, le droit qui court souvent après derrière les technologies. Mais malgré tout, ce n'est pas un renoncement que nous devrions avoir, mais au contraire, un engagement et le courage d'insérer dans ces dispositions juridiques qui sont en train de se construire aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a au sein de l'Union européenne une discussion sur ce qu'on appelle l'AI-Act, c'est-à-dire une proposition de règlement d'encadrement. Au sein du Conseil de l'Europe à Strasbourg, une autre organisation différente avec ses 46 États membres, un traité international qui est en train de réfléchir. Et je pense qu'il y ait d'intérêt aujourd'hui de pouvoir encadrer ces technologies de façon à y mettre des valeurs. On reparlera du cœur après, si vous permettez. Une dernière question. Vous nous rappelez à juste titre qu'il est là beaucoup question de marketing, une manière de vendre une forme d'intelligence là où on a de la statistique. Est-ce que du coup l'avènement de ces nouvelles technologies ne nécessite pas surtout une formation et une éducation massive au fonctionnement de ces technologies et à leurs limites, c'est-à-dire aux biais que nous injectons dans ces systèmes? En d'autres termes, est-ce qu'il ne faut pas davantage de rationalité et de maîtrise plutôt que de panique et de plateau de CNews? Alors, oui, évidemment, il faut, monsieur le procureur, je pense, impérativement revenir à sortir de cette sidération. J'en parle sous le contrôle d'un psychiatre, j'emploierai peut-être le terme de manière impropre, mais je trouve qu'on est sidéré par ChatGPT comme on a pu l'être dans les années 60 d'Elisa. D'ailleurs, les débats que l'on a aujourd'hui pourraient être retranscrits, ceux qui ont la curiosité de voir ce qui se passait dans les années 60 avec les premiers pas de l'intelligence artificielle, on n'était pas très loin de nos propos aujourd'hui. Pour revenir sur la formation, on forme des charpentiers. C'est très bien. Pour autant, est-ce que les marteaux ne continuent pas à être employés, rarement, mais quelquefois comme des armes par destination? Là où j'en arrive, c'est que la formation ne permet pas de garantir des mésusages de certains outils ou certaines technologies. Donc la formation n'est pas une réponse universelle qui va nous protéger de tout. Je reviens à une histoire de droit sur lesquels il y a à aussi intervenir. Néanmoins, je pense que c'est indispensable. Je ne créerai pas un permis de conduire à utiliser de l'intelligence artificielle. En revanche, être formé pour comprendre ce qui sort en statistique de ces machines-là a beaucoup plus de sens aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un chiffre nous est présenté comme étant une probabilité que c'est une vérité, et elle doit être à chaque fois contextualisée. Ce n'est pas parce que ChatGPT nous sort un texte plutôt coécrit dans une langue cohérente que c'est pour autant une vérité. Il faut savoir le relire et le réassembler. Donc je pense que cette formation est indispensable. Mais le dernier point sur lequel je souhaite insister avec vous, monsieur le procureur, c'est aussi la notion d'affordance des technologies. C'est-à-dire ce à quoi elles nous invitent. Et ça, je trouve qu'en dehors de la formation pure aux outils, c'est quelque chose qui, en termes de culture, devrait être intégré dans ce que nous sommes aujourd'hui. Ces technologies-là nous invitent à former l'information, à transformer l'information, la manipuler de manière mathématique et statistique, et ça, ce n'est pas neutre. Est-ce qu'on peut tout traiter et transformer mathématiquement et statistiquement? C'est une question ouverte que je partage avec vous, avec la salle. À titre personnel, je viendrai sur un terme de croyance, je ne le crois pas. Je n'ai plus de questions. Merci, monsieur le procureur. Maître de Bayeux, le témoin est à vous. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Ménesseur. Merci d'être là. J'ai bien compris, et sans vouloir insulter votre discipline, j'ai bien compris qu'on légiférait, mais est-ce que c'est pas un peu long? Est-ce que ça va pas doucement par rapport à ce qui sort du tube de dentifrice qui va très vite? Oui. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi le rôle des dirigeants de limiter les usages, justement, quand la législation ne peut pas le faire ou ne le fait pas assez vite? Alors tout ça n'est pas contradictoire. On a eu un assez fort mouvement, je vais le situer à peu près à partir de 2017, on va dire par là, d'éthique de l'intelligence artificielle. Alors c'est très intéressant. À quoi nous invite l'éthique? À un comportement personnel, à une attitude personnelle vis-à-vis
d'un choix, de décision à prendre. Et là, la question était de savoir si pour les concepteurs d'intelligence artificielle ou les utilisateurs d'intelligence artificielle, il n'y avait pas à définir ensemble des comportements, des codes de conduite communs. Ça donnait l'occasion à une profusion de textes en 2018, en une sorte d'explosion de documents éthiques. J'y ai modestement contribué avec une charte éthique d'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires au sein du Conseil de l'Europe, et sur lesquels l'idée est d'enjoindre, en effet, dans le temps de la construction d'un règlement, d'encadrement juridique, de construire un code de comportement. Pour autant, l'éthique n'est pas suffisante. Elle est diverse. Vous pouvez avoir votre éthique, j'ai la mienne, j'ai mes valeurs, j'ai ma compréhension de ce qu'est le cœur ou pas, que je veux mettre dans quelque chose. Et cette très grande contingence, cette très grande diversité conduit néanmoins à devoir, après l'éthique, à devoir prendre des instruments de droit contraignants, juridiques, beaucoup plus forts. Donc, tout ça pour dire que les deux choses ne sont pas du tout contradictoires, et on peut penser dans son comportement personnel et au quotidien à bien faire, tout en laissant le temps à la réglementation d'arriver, parce que la réglementation n'est pas contradictoire avec l'innovation, elle peut la supporter. Vous nous dites que du coup, même dans l'éthique, par exemple, il y a un biais. Il y a le biais de chacun dans sa prise de décision. Mais du coup, ça sera ma deuxième question. Est-ce que le biais des machines elles-mêmes, qui ont été construites par des hommes aussi, n'est-elle pas plus difficile à pallier que celui des humains? Alors, les biais des humains, en effet, on a un peu réfléchi à comment les pallier. L'organisation de votre tribunal en est un. La parole d'un tribunal, quelle est-elle? Elle est d'essayer de lutter contre les biais, de mettre en place une parole contradictoire, partagée, de façon à ce que nos biais soient contrecarrés par la parole et l'organisation. Les biais des machines sont peut-être un peu plus vicieux, un peu plus sous-jacents. C'est-à-dire que la première croyance que l'on pourrait avoir, je reviens à ce terme, pourrait être que par le calcul, on aurait quelque chose de tout à fait neutre. Quelque chose qui serait du coup déconnecté des émotions, on en parlait, et qui serait du coup tout à fait distant. Or, c'est tout l'inverse. J'ai un petit passé très piètre et médiocre de codeur informatique. J'ai essayé de transformer des données, un environnement, dans un langage informatique, et j'ai mis mes biais. J'ai mis ma compréhension de l'environnement. Par les choix des données déjà que je construis, par la manière dont je les assemble en variables. C'est un arbitrage et c'est une représentation du monde que j'y mets. Donc pour vous répondre, maître, je pense que c'est une fois des biais que l'on admet vouloir assumer. Certains seront mieux contrecarrés par une organisation humaine. J'entendais des organisations en directoire, par exemple, où plusieurs sont assemblés, vont contrecarrer des points de vue pour mieux diriger. D'autres fois, la machine peut nous aider à décrire un environnement, à comprendre un environnement, mais à ce moment-là, on n'est pas sur du prescriptif, on est sur des descriptifs, et viendra compléter une analyse d'un environnement. Donc encore une fois, j'insiste là-dessus, ce n'est pas l'un ou l'autre qui a moins de biais, c'est quel type de biais on souhaite assumer. Merci. Et ma dernière question portera sur les usages, justement, de ces outils statistiques, comme vous disiez. Est-ce qu'il ne manque pas un cadre philosophique qui nous permettrait de prendre un peu plus de hauteur et de donner du sens à l'utilisation de tout ça, à toute cette patte de dentifrice qui sort un peu vite? Oui. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui est un peu plus haut que la patte de dentifrice. Vous m'y autoriserez, je l'espère. C'était à vous. Oui, c'est moi qui me suis moi-même piégé. Je vais citer pour conclure un article d'Henry Kissinger qui est sorti en 2018, qui était titré « Comment le temps des Lumières se termine ». Ce que nous dit Henry Kissinger dans cet article, je trouve est intéressant, dans la mesure où il revient à une comparaison assez célèbre de l'imprimerie avec la révolution numérique que l'on vit aujourd'hui. Ce que nous dit Kissinger, c'est que ce qu'on est en train de vivre n'est pas une révolution comme l'électricité, mais beaucoup plus comme l'imprimerie, qui a mené l'imprimerie, pas simplement une mécanisation de la reproduction d'ouvrages. L'imprimerie a amené à diffuser le savoir. L'imprimerie a amené à la réforme de l'Église, puisqu'il n'y avait plus d'intermédiation. Et c'est les individus qui se sont saisis des livres. L'imprimerie a amené aux Lumières et a permis de diffuser les savoirs beaucoup plus facilement et a permis certainement de théoriser beaucoup plus facilement la démocratie, par exemple. Donc ce que nous dit Kissinger, c'est qu'on a une technologie qui nous a servi et où il y avait un cap philosophique qui était celui des Lumières, qui était l'humanisme. Aujourd'hui, on ne va pas se faire peur. Et quel est le cap?
Quel cap donne-t-on aujourd'hui à notre société? Est-ce que c'est un cap mercantile? Est-ce que c'est un cap sécuritaire? Est-ce que c'est le cap du cœur? Ça reste à déterminer. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui, sans parler d'avènement à la Terminator de machines, quelque chose qui est beaucoup plus structurel pour notre société, sur lequel nous avons les outils d'une puissance incroyable de diffusion des savoirs. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, peut-être que le cadre de réflexion que vous proposez aujourd'hui autour d'une décision par le cœur aurait du sens. Merci, merci, maître. Merci à notre témoin, Monsieur Ménesseur. Merci, monsieur Ménesseur. Vous pouvez non, mais il retourner était vous si bien asseoir. parti, ce témoin, et là, sur la fin, ouais, bon, Cher jury, merci. comme j'aime ce moment, nous avons à présent entendu tous les témoins et j'espère que vous avez été attentifs. Nous allons donc entendre le réquisitoire puis la plaidoirie. Dernier moment pour vous donner l'opportunité de vous forger une opinion sur notre sujet, notre question du soir, ou peut-être de changer d'opinion au dernier moment. Monsieur le procureur, vous avez 5 minutes pour votre réquisitoire. 5 minutes. Pas une de plus. C'est pas très empathique de votre part, tout ça. Je ne suis pas très sympathique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour, j'ai bien senti la salle. Et puisqu'apparemment c'est le cœur qui doit nous guider, eh bien nous allons faire ensemble un petit exercice de cohérence cardiaque. Vous allez inspirer 5 secondes, faire une apnée de 5 secondes, expirer 5 secondes, puis faire une autre apnée de 5 secondes. Après tout, si nous devons choisir avec le cœur, autant que celui-ci soit apaisé. Mes bien chers frères, mes très chères sœurs, je pense vraiment que ça va marcher. Non, vraiment, hein. Moi, je ne sais pas qui peut résister à la puissance du cœur. J'ai d'ailleurs hâte que Patrick Pouyanné ouvre l'Assemblée générale des actionnaires de Total en demandant de poser une intention et d'accueillir ce moment de partage. Bon, pour le moment, il partage surtout des dividendes, mais vraiment, bientôt, le cœur régnera, j'en suis sûr. Bientôt, la paix reviendra en Ukraine, car Emmanuel Macron aura convaincu Vladimir Poutine grâce à la diplomatie du gros câlin. Et Elon Musk cessera ses concours d'orbite et sa vision libertarienne d'un monde au service des puissants, car il aura entendu une reprise de Christophe Maé chantant Kumbaya. Oui, bon, dit comme ça, moi aussi, ça me semble assez peu probable. Et d'ailleurs, j'en suis navré pour le bisounours des prétoires qui s'apprête à vous expliquer la puissance transformative du cœur dans une plaidoirie inspirée par un flyer de studio de yoga. Et d'ailleurs, je voudrais que les choses soient claires entre nous et que vous ne vous mépreniez pas. Moi, je préfère de loin, l'espoir au nihilisme et l'idéalisme au cynisme. Mais voilà, la naïveté est un crime pour celles et ceux qui veulent réellement changer les choses, et c'est même une erreur impardonnable chez les leaders. Nous avons besoin, plus que jamais, de dirigeants et de dirigeantes qui amènent une mutation profonde de notre économie. Pas de doux rêveurs qui mettent un joli pansement Hello Kitty sur une jambe de bois rongée par un système économique mortifère. En gros, on ne peut pas changer une vue de l'esprit par une autre, choisir de croire le Dalai Lama après avoir cru Milton Friedman. La première des qualités pour prendre des décisions, c'est le sens des réalités. Et celle-ci se rappelle cruellement à nous. Nous avons déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires et enclenché la 6e vague d'extinction massive de la biodiversité. Nous devons impérativement transformer nos manières de produire et de consommer à l'échelle globale. Ce qu'il nous faut, c'est de la sobriété, donc du calcul et donc de la rationalité. Vous pensez vraiment qu'on va convaincre les Chinois de ne plus produire, les Occidentaux de ne plus consommer et les pays en voie de développement de ne pas nous imiter en leur demandant d'être gentils? Allez, soyez sympas, quoi. La seule chose qui peut nous permettre d'agir, et surtout de le faire de concert, c'est la réalité du changement climatique et les risques qu'il nous fait courir. En fait, il nous faut des leaders qui lisent les rapports du GIEC, pas l'intégrale de Winnie l'ourson. Alors oui, c'est vrai, changer le monde nécessite d'apprendre autre chose que des manuels d'économie qui exhortent à la rentabilité, à tout prix, à la destruction du vivant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on parle de formation, on parle d'enseignement, on ne parle pas de coup de cœur. Même Madame Charpie, dont on ne peut pas vraiment soupçonner qu'elle en manque de cœur,
a choisi sa successeur sur la base de ses compétences. Parce qu'au fond, diriger, ça se mérite quotidiennement par son engagement et ses compétences, pas par sa cote de popularité. Et d'ailleurs, pardonnez-moi une parenthèse, mais si celles et ceux qui veulent nous guider ont besoin d'une université pour découvrir que la dignité humaine prime sur le ROI et que la planète est plus précieuse qu'un bénéfice, peut-être qu'au fond, nous méritons cette fin du monde. Et soyons francs, ce n'est pas le cœur qui nous en sauvera, j'en suis navré, car si le cœur est le siège de nos émotions, c'est sûrement la dernière chose qui devrait vraiment nous guider. C'est là que se terrent nos passions, nos égos, nos hubris, nos colères, nos emportements, nos inconstances, et vous voudriez guider par lui? Souvenez-vous de ce que nous a dit M. Albert, les process sont la base d'une entreprise dont le but premier est l'efficacité. Or, il existe déjà un système basé intégralement sur nos émotions, le royaume du cœur. Ce sont les réseaux sociaux. C'est un système uniquement guidé par l'affect et les biais de confirmation et d'appartenance. C'est au fond le jumeau numérique de nos cœurs en émoi. Et si l'on en croit les résultats d'une étude de l'université de Pékin menée sur plus de 70 millions de messages, l'émotion la plus virale sur le web, c'est la colère, qui arrive juste avant la haine. Non, non, c'est bien le cœur, ça marche, allons-y, on y va. Vous voulez que votre entreprise ressemble à Twitter ? Vous avez un compte Twitter ? Mettez « j'aime les pommes » assez vite. On vous déteste, on vous dit que de toute façon vous êtes fasciste et que les abricots c'est vraiment mieux. Non, franchement, le cœur c'est bien, mais pas pour une entreprise. Et je comprends d'ailleurs qu'après les réseaux sociaux, au fond, le progrès du numérique nous effraie. Face aux capacités des machines, nous pensons que seules nos émotions pourront nous défendre. Si l'intelligence est artificielle, alors le cœur serait authentique. Mais vous avez entendu notre dernier témoin qui était si bien parti jusqu'à sa sortie de route finale. Il nous faut plus que jamais comprendre ces machines et surtout les biais que nous y installons. C'est l'éducation et la formation et la loi qui nous aideront à dompter ces progrès technologiques. Au fond, ce qui va se passer, c'est très simple. En défendant l'instinct face à la raison, Maître de Bayeux prouve uniquement qu'elle est à la justice ce que Chantal Goya est à la chanson. C'est-à-dire une comptine dangereuse dont la morale est le triomphe du populisme. Et c'est bien là que je voudrais vous amener, cher public, cher jury. Il se passe quelque chose d'important. Moi, je pense personnellement que tout est parti en sucette le jour où un télo est devenu une insulte. Et se développe d'ailleurs depuis une colère contre les sachants, une rancœur contre les experts, une méfiance pour le savoir. Arrive alors le primat du ressenti sur l'objectif, du biais sur la méthode et de l'intuition sur l'étude. C'est tout simplement à ce moment-là notre capacité à avoir un monde commun qui s'effrite. Et les signes alarmants, pardonnez-moi, se multiplient. Le ministre de l'Intérieur préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing, c'est une citation véritable, aux études de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour étudier et agir sur le sentiment d'insécurité. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans le monde entier parce qu'elles ont cru les thérapies toxiques d'un druide marseillais qui suivit tellement son instinct et son cœur qu'à un moment il s'est affranchi du cadre déontologique le plus élémentaire. Et que dire de tous ces abrutis qui ne croient pas au réchauffement climatique, comme si la science, les preuves, la raison étaient affaire de croyance. Mais après tout, moi je peux être comme vous, peut-être suivent-ils leur cœur, en théorie tout le monde en a un. Mais le problème c'est qu'il est rarement commun. Alors on cherche d'autres alibis, on commence par le cœur, puis ensuite on parle avec sa tripe, et généralement on continue plus bas. Et dès lors que nous délaissons nos capacités de réflexion, de doute et d'humilité au profit d'un élément égotique et d'un organe instable, il monte comme une petite musique sinistre dont le refrain est souvent un bruit de botte. Alors mesdames et messieurs les jurés, moi je trouve que notre époque flatte trop les égos et les instincts. Elle excite les affects, elle consolide les individualismes forcenés et elle justifie nos égoïsmes et nos immobilismes. Comme vous, vraiment, moi je veux croire qu'il est possible de construire un monde meilleur pour les générations futures. Cet avenir-là, il doit être construit sur la raison, la sobriété et notre capacité à penser au-delà de nous-mêmes. Moi je ne veux pas manipuler vos cœurs, je veux convaincre vos consciences d'une seule chose. C'est en guidant avec l'esprit que vous construirez un futur qui a du cœur. Merci. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur. Le dernier mot est à la défense. C'est bien normal. Nous sommes dans une cour de justice. Nous allons donc entendre maintenant Maître de Bayeux.
Tentez d'être aussi convaincante Inspirez. que M. Kouchner. À vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Attendez, je m'apaise. Parce que oui, la mauvaise foi me révolte un peu. Mais je tiens tout de même à vous remercier, monsieur le procureur, merci. Merci pour cette mauvaise foi et cette jolie façon de ne choisir qu'une partie des propos de nos intervenants. Cela illustre très bien les points qui vont suivre, car de la même façon, c'est en effet facile de faire parler les chiffres, des chiffres biaisés, comme le disait monsieur Messener, qui est juste ici. Et qu'il nous faut des gens pour interpréter ces chiffres et les raconter de la bonne manière, des gens fiables et responsables. Car des propos de monsieur Albert, j'ai retenu, entre autres, qu'une responsabilité très grande repose sur les épaules de nos leaders. Il leur incombe de faire advenir un monde meilleur. Or, qu'est-ce qu'un monde meilleur? Pour vous, mesdames et messieurs les jurés, vous, madame, n'aurez peut-être pas la même réponse que votre voisine. Et vous, jeune homme, quel est, pour vous, un monde souhaitable? C'est bien ça le problème. Tout cela est subjectif. Tout le monde en va de son avis, de son expérience et surtout de son ressenti. Or, pour bâtir ce nouveau monde, il nous faut, mesdames et messieurs, pouvoir s'appuyer sur ces gens qui rassemblent et qui nous embarquent avec eux pour un voyage, pour un avenir meilleur. C'est ça un leader. Rationaliser, oui, mais aussi et surtout rassembler autour d'un même imaginaire, d'une même envie. Et c'est les envies, ça se raconte avec le cœur. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un leader né. Il ne le sait pas vraiment. On lui a souvent dit de se taire et de marcher sur la pointe des pieds. C'est sûrement pour ça qu'il a réussi à bien écouter et à comprendre les autres d'ailleurs. À 24 ans, il a décidé de créer son entreprise. Objectif, démocratiser le savoir. Le business model, pour le moment, il n'y en a pas, mais il viendra. L'intuition. Et ça marche. Au bout de quelques mois, un premier client lève la main, il a besoin d'aide pour raconter les possibles de son futur. Uzbek Erika est né. Et c'est parti. Notre leader s'épanouit, l'entreprise vit et elle vit par lui, par son charisme. Souvent dans l'ombre, mais toujours là pour donner la bonne direction. Il sait trouver le meilleur de chacun, c'est qu'il a de l'empathie. Et ça réussit. Un temps d'avance sur les sujets, une croissance qui trouve sa vitesse de croisière. La magie a pris, le bateau vogue. Mais tout n'est pas prévisible. Le Covid vient percuter de plein fouet la petite entreprise et son dirigeant. Pourtant, on avait anticipé. On savait que c'était possible. Mais pas comme ça. Pas maintenant. Alors on prend son courage à deux mains et on écope. Dans un moment où tout nous dit d'abandonner, de couper, on maintient les salaires à 100%, on parie sur l'avenir. On écope pour les autres, pour soi, pour survivre. Parce que c'est de ça qu'il est question, la survie des autres. Mais ce n'est pas toujours si facile. Les chiffres donnent des options et ensuite il faut choisir. Alors notre dirigeant pèse le pour et le contre. Il n'endort pas ou endort mal. Il a peur des choix à faire et des problématiques encore jamais vues qu'il va devoir affronter. Bien sûr, en bon leader, il se renseigne, il calcule, il écoute. Il est rationnel, oui. Il écoute les experts, les bien-pensants, les amis, les collègues. Comme Madame Charpie, la frontière est poreuse entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Ses collègues sont devenus des amis, des compagnons de vie, des gens qui ont construit avec lui ce grand projet. Alors quand il doit décider, il les écoute, les interroge en qualité d'expert bien sûr, mais aussi en tant qu'ami. Il les écoute, oui, tous. Mais à la fin, la décision, c'est lui qui va la prendre. Il va la prendre seul et en conscience. Il va la prendre et affronter ses responsabilités. Devenir le responsable. Le responsable d'un changement de vie, d'un choix qui aurait pu être différent, mais qui est le sien. Et ce choix, il le fait avec courage. Il sait que ce choix aura des conséquences sur eux, ses collaborateurs, qui sont au final bien plus que ça. Alors on s'arme, on se réarme, on assume ses choix, on se bat et on avance. On se bat pour la vision du monde et le sens de l'entreprise et du chemin qu'on a choisi. Parce que, mesdames et messieurs, c'est ça un bon leader. C'est savoir faire preuve de courage et diriger avec le cœur quand on n'a pas le choix. Quand on décide de ne pas écouter les chiffres,
qui nous disent de virer tout le monde, mais qu'on maintient quand même le bateau à flot. Si c'était si simple d'anticiper avec des chiffres, pas d'accident, pas de crise, Minority Report, bienvenue à Gattaca, bienvenue dans le chaos. Ouais. Alors moi, je vous le demande. Je souhaite des leaders qui dirigent avec le cœur, parce qu'ils ont un devoir envers leurs collaborateurs, envers la société, envers la planète, et parfois les calculs rationnels ne suffisent pas. Parce que les données de nos machines ne remplaceront jamais une discussion éclairée entre collaborateurs, parce que nous avons besoin de gens courageux pour nous donner une ligne directrice et un objectif commun pour nous assurer de sauver une planète aujourd'hui en péril, car nous avons justement oublié de diriger avec le cœur. Et que, aujourd'hui, nous avons beaucoup trop à perdre encore à diriger avec les chiffres. Pardon. Et je finirai par une citation du leader de mon histoire, dans une lettre adressée à ses collaborateurs, une citation qui nous raconte l'essence même d'un leader et toute la nécessité de diriger avec le cœur. Le dirigeant n'est pas toujours le premier de cordée. Il en est parfois le dernier, pour assurer les autres. Son but, trouver la meilleure manière de poursuivre ensemble l'ascension d'une utopie. Car, chère utopie, je veux que tu sois heureuse. Ici, tout est dit. Si le leader de demain doit diriger avec le cœur, ce n'est pas pour lui qu'il le fait, mais pour nous, pour le bien commun. Et pour nous, pour le bien commun, je vous invite donc à voter oui. Merci. Merci, maître. Merci, maître. Alors, merci, maître. Merci, monsieur le procureur, pour vos plaidoiries. Chers jurés, l'heure de la délibération a sonné et, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de sortir vos téléphones portables, d'opérer une manipulation des plus complexes, à savoir ouvrir vos appareils photo et viser le QR code qui va s'afficher ici, sur l'écran. Normalement, c'est dans vos cordes. Est-ce que moi aussi je peux le faire? Parce que j'ai l'impression quand même que le verdict va être un peu biaisé. Alors le verdict ne sera sûrement pas biaisé, déjà parce que notre dispositif Slido permet de préserver l'anonymat des votants, oui. donc je peux y pas aller. de compte à rendre. Non, par contre, vous serez gentil d'éteindre votre téléphone, monsieur Kouchner, monsieur le procureur. Attendez, pardon, à ma gauche, il y a du slido.fr là. Non, j'ai verrouillé tous les appareils. Donc un lien va s'ouvrir sur votre téléphone une fois que vous aurez flashé ce QR code. Si tout se passe comme prévu, vous cliquez dessus, sur ce lien. Vous allez directement, autre option, vous allez directement sur slido.com et vous entrez le code TGF-HLU. Mais le plus simple est de passer par ce petit QR code. Vous pourrez alors voter. À la question « Les leaders de demain dirigeront-ils avec le cœur ?» Quelle est votre réponse? Aucune pression, bien sûr, mais n'oubliez pas que votre voix compte pour les générations futures. Alors, on va être gentil, on va vous donner un petit peu de temps pour voter, pour accéder à ce QR code ou à ce lien. Pendant ce temps-là, je vais juste vous rappeler quelques éléments. Mesdames et messieurs les jurés, puisque c'est vous ce soir, nous arrivons donc à un moment un petit peu de tension avant le verdict. Peut-être que c'est le bon moment, sauf si notre huissier nous dit qu'on a déjà des résultats. Mais oui, on a déjà des résultats. Ouais. On attend un petit peu encore. Ouais, on attend que ça vote. Je vais peut-être laisser maître Debayeux nous parler peut-être du fait que nous sommes dans des rôles de composition et que ceci est certes un tribunal, mais que nous ne sommes pas au quotidien ni procureur, ni avocat, ni président, quoique procureur un peu en dehors des heures de travail. Beaucoup. Président aussi quand même. Président Mao. Ouais. Non, mais peut-être, avant toute chose, avant de laisser la parole à maître Debayeux pour qu'elle vous explique tout ça, reféliciter nos témoins, s'il vous plaît, les applaudir. Remercier notre dessinateur aussi, notre greffier, Tommy dessine.
Et Maître, la parole est à vous pour en dire Vous peut-être un petit l'avez peu en plus. effet compris, nous ne sommes pas une véritable cour. Alexandre et moi sommes journalistes et bien sûr les seuls qui n'ont pas fait une représentation ce soir, c'est nos témoins que je vous remercie d'avoir applaudi de nouveau et que je remercie encore d'avoir été là aujourd'hui avec nous. L'idée du tribunal pour les générations futures, c'est vraiment de vous permettre d'aller explorer la totalité d'un sujet et nous on se prête à l'exercice de tirer le plus possible les argumentaires vers le oui ou vers le non, mais pour simplement vous permettre d'explorer le plus possible le sujet et bien sûr de vous faire sourire parfois. J'espère que vous avez passé un agréable moment et j'ai hâte de voir le oui gagner. Je précise juste que les points de vue qui ont été défendus sont ceux d'un rôle de composition, ne sont pas forcément les vôtres dans la vraie vie, et que dans la vraie vie, entre guillemets, vous vous entendez plutôt bien, monsieur le procureur. Alors, dans la vraie vie, nous sommes très copains. Ce qui est important quand même de le dire. Chantal Goya, il a dit tout à l'heure. Oui, je vais le payer, je le sais. C'est donc une conférence spectacle, nous sommes le spectacle, nos témoins sont la vraie conférence. À ce titre, je remercie évidemment Maître Florie de Bayeux et le président Mao d'avoir animé avec autant de brio cette soirée et de vous donner le temps donc de voter non à la question qui vous est posée ce soir, car elle est d'importance, mais j'ai un peu l'impression que le reste de l'équipe du tribunal, c'est-à-dire notre greffière, a un verdict, greffière qui fait partie, elle aussi, de l'équipe d'Ouzbek Erika et que nous nous devons de remercier très chaleureusement. Merci beaucoup, Cassandra. Que vous pouvez applaudir. Tout à fait, notre greffière / huissière, elle est multicarte et c'est grâce à elle que cet événement a pu s'organiser. Donc j'ai, grâce à notre huissière Cassandra, un verdict. Nous allons pouvoir passer au dépouillement. Inspirez, expirez. Je peux vous laisser 5 secondes ou plus, si vous voulez. Nous avons un verdict qui est clair. Ce soir, le tribunal pour les générations futures s'est exprimé à 76% pour le oui à la question « Les leaders de demain dirigeront-ils avec le cœur » 76% de oui. Il y avait assez peu de suspense. Oui, ça va. Vous méritez ce qui va vous arriver. Votre temps de parole est écoulé, monsieur le procureur. C'est trop tard. Merci à la Cour. Merci encore une fois à nos témoins, à notre dessinateur. Merci à vous d'avoir joué le jeu de ce tribunal pour les générations futures. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Ah oui, excusez-moi, j'oubliais le principal. La soirée est presque terminée. Je vais laisser la parole, peut-être vous pouvez lui donner un micro, à Jean-Noël Torel, fondateur de cette Jean-Noël Torel Foundation, qui voulait avoir le mot de la fin, tout à fait. Je pensais dire un mot qui durerait 30 secondes, mais monsieur le procureur, vous m'obligez à être un peu plus long. Je vous en prie, vous êtes ici chez vous. C'est vrai que quand j'ai écouté notre procureur, Maître Kouchner, j'avais l'impression d'entendre tous mes amis du business et je me disais, mais il a raison et on ne changera pas et les dirigeants de demain ne dirigeront pas avec le cœur. Et il m'a fallu beaucoup écouter notre avocate qui défend pour changer d'avis et je pense qu'on ne changera pas le monde. De toute façon, ce n'est pas mon ambition, ça doit être la vôtre. Je pense que le monde ne changera pas s'il n'y a pas une prise de conscience. Donc, j'ai 2 choses à vous dire importantes et un témoignage à apporter, c'est celle de ma vie. Donc, je vais essayer de ne pas être trop ému sur la seconde partie qui est ma vie, parce que forcément, dans ces moments-là, bien que je me soigne, j'ai tendance à ne plus lâcher mon émotion, mais là, je vais peut-être craquer, donc vous m'excuserez d'avance. Mais avant de parler de ma vie, je vais tout simplement vous dire ce qui m'a amené à ça, à créer cette université, enfin créer, à demander à Hélène de donner les fonds de la fondation pour que cette association, puisque tu as fait une petite erreur, Hélène, je n'ai pas fondé une université. Nous allons la fonder ensemble parce que sans vous, sans qui sont là dans cette salle, sans ceux qui ont participé au premier parcours qui était une fantastique réussite du cœur aux actes et ceux qui participent au second parcours, je pense qu'il n'y aura jamais d'université. C'est une co-construction qui part de ce parcours, et bravo Hélène de l'avoir monté du cœur aux actes, bravo à ceux qui lui ont fait confiance. C'est un mouvement qui se déclenche et qui, j'espère, aboutira à une université.
Et donc, voilà, donc cette université, voilà, elle est en construction. Et j'ai une vraiment très grosse ambition, parce que je pense vraiment, monsieur le procureur, que c'est vous qui avez raison. S'il n'y a pas une mobilisation d'un certain nombre d'hommes et de femmes comme moi qui créent d'autres associations, c'est un mouvement qui doit être colossal, j'espère d'ici une dizaine d'années, parce que je pense qu'on va là où vous dessinez l'avenir, un monde qui m'effraie, et je suis d'autant plus à l'aise que c'est un monde où vivent mes amis, où vivent beaucoup de mes connaissances, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on me propose 1,4 milliard de mes actions, avec Céline Debout qui est mon épouse, je déshérite ses enfants et je déshérite au fond ma proche succession en les amenant dans le projet assez fantastique qui est celle de cette fondation, ce fonds de dotation qui est philanthropique et qui a pour première mission, c'est de pérenniser le projet d'entreprise qui est un projet tourné vers la santé. Ce qui fait ça, c'est qu'au fond, à un moment donné, on se dit tout ça pourquoi? Même vous, vous devez penser par rapport à votre belle plaidoirie, tout ça pourquoi? Chacun de vous vit, se lève le matin, se couche le soir. Et dans ce que j'ai observé dans mes quelques années où depuis 1977 où j'ai créé ma propre entreprise après avoir été employé, c'est qu'au fond, plus je descendais dans les couches sociales, plus je trouvais des gens qui étaient mobilisés par le cœur et par notre projet d'entreprise. J'ai arrêté de dire que ma vie était un échec le jour où j'ai entendu une employée à ses 30 ans de médaille dire « Je fais des tâches répétitives tous les jours, mais chez Naos, je suis heureuse ». Donc, il y a peut-être, on a été touché par la grâce du ciel. Je pense que le cœur est porté comme un écosystème par la plupart des gens qui rentrent chez nous. Et plus ils montent justement dans l'intelligence et dans la hiérarchie, plus j'ai tendance à dire un peu sévèrement que le cœur s'oublie pour le business. Et ça, c'est pathétique. Ce qui fait que votre réquisitoire, bien sûr, m'a touché, puisque je vois le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est en mauvaise santé. Philippe Compagnon, qui m'accompagne depuis 2012, n'arrête pas de me le dire. Et malheureusement, j'en suis convaincu. Alors, je suis plutôt d'un caractère optimiste et joyeux. Hein. Ce n'est pas parce que vous me voyez ému qu'il faut penser que je suis un dépressif. Mais le monde, voilà, je pense vraiment, on parle beaucoup de la planète et j'ai été heureux dans votre défense et dans ce que j'ai entendu des témoins. Un jour, la planète ne sera sauvée que si on y met un peu de cœur. Je pense que si j'ai décidé, contrairement à Patagonia, de ne pas donner mes actions à la planète, mais à l'homme, puisque le fonds de dotation, c'est la réalisation du potentiel humain, je peux vous dire que c'est extrêmement réfléchi. Parce que le jour où, justement, avec Céline et ses deux filles, à qui on expliquait avec Céline qu'elles allaient être quelque part déshéritées, donc qu'elles donnaient, elles disaient, on est content de l'apprendre, parce qu'on ne le savait pas, mais allez, on y va. Et c'était pas rien. Et Céline me demande, se retourne vers moi en disant, j'espère que tu es heureux au moins. Je dis, tu te fous de moi, comment veux-tu que je sois heureux? Moi, j'ai créé mes affaires pour faire du pognon, être libre de faire ce que je veux. Je ne suis pas du tout heureux aujourd'hui. Je suis soulagé de l'avoir décidé. Parce que j'ai pris une décision. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Est-ce que c'est le cœur? C'est sûr que ce n'est pas l'émotion. Hein, ce n'est pas par un coup d'émotion que j'ai donné 1,8 milliard, 1,4 milliard mes affaires. Je pense que c'est un processus mûrement réfléchi en ayant demandé à mes dirigeants ce qui leur tenait à cœur, en ayant réfléchi au sens de la vie. Et aujourd'hui, où j'en suis dans toute cette réflexion, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré par la lecture de son ouvrage, c'est Cartol, qui était un jeune de 30 ans, extrêmement brillant dans le business, et qui un jour, et qui était en tentative de suicide, donc qui était un peu au bord de la dépression, et qui un jour, un soir, se dit « je ne me supporte plus » et arrête de travailler, part dans les parcs et devient un bienheureux. Qu'est-ce que dire Cartol après 10 ans où maintenant il fait des conférences partout dans le monde? Je l'ai lu l'année dernière. Il dit aujourd'hui, je pense que si les personnes ne prennent pas conscience de ce qui va se passer, dans 100 ans, l'humanité s'éteint. Et malheureusement, j'en suis absolument convaincu. Absolument convaincu. Et malheureusement, parce que justement,
toutes les personnes qui travaillent pour moi sont un peu mes enfants, et bien sûr, les enfants d'Alexandre qui sont là sont un peu mes enfants, et les enfants de Céline sont plus que mes enfants. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ce qui me ramène à l'université. Cette université pour le cœur, effectivement, l'émotion, et vous n'avez pas totalement tort, je suis plutôt pour votre plaidoirie, est un vrai problème qui va justement naître de ce parcours du cœur aux actes, parce que l'émotion est extrêmement dangereuse, et moi qui suis un émotionnel primaire, j'ai appris à dominer mes émotions comme on dompte un cheval fougueux, et je pense que l'émotion fait partie de la vie, et que justement cette démarche, tout ce parcours qui va, j'espère un jour, avoir une vraie université qui formera les gens en face à Varde, et qui sera une vraie proposition différentielle, ça, je pense que cette université, ce n'est pas de la formation, c'est un éveil. C'est un éveil qui permet, par ce parcours, de prendre conscience de la planète, de prendre conscience de sa relation à l'autre, de prendre conscience du sens de la vie, de l'éthique, justement. Qu'est-ce que l'éthique ? C'est quelque part avoir un comportement juste. Et quand je regarde, plus je monte toujours dans les dirigeants, plus je peux vous dire que le comportement, souvent, n'est pas juste, est dicté par les émotions, est dicté par l'ego, et est alimenté par une intelligence qui a un côté extrêmement pervers, si justement elle n'est pas connectée au cœur. Puisque pour moi, je ne crois qu'à l'intelligence, et je l'ai appris au cours de ma vie, donc je me suis transformé, puisqu'au début, j'étais un peu un émotionnel intelligent, qui était donc un vrai con, et voilà, mais la vie m'a appris, parce que peut-être en moi, j'ai la chance que mes parents ont semé une graine d'amour, j'ai la chance d'avoir été bien éduqué. Mais est-ce que tous les enfants ont ma chance? Est-ce que, justement, j'ai eu le privilège, c'est extraordinaire, mais je me dis, au fond, quand j'écoute la vie des autres, tout le monde n'a pas ce privilège d'avoir des parents qui mettent l'amour au premier plan de leurs actes. Et ça, c'est déjà, vous avez The Reason Why of Jean-Noël Torel. Après, dans ma plaidoirie et mon témoignage, ce que je voudrais dire, j'ai parlé d'un de mes meilleurs amis que je n'ai jamais fait rentrer dans mon conseil de direction ou mon conseil de gouvernance, vous appellerez ça comme vous voudrez, et qui était un des grands patrons du 440, qui est parti chez Ron Poulain, et qui a monté ça, et il a fini président d'Aventis, et qui est un ami très cher, et qui toujours je l'ai pris pour me donner des grands conseils, et je ne l'ai jamais pris pour m'aider à diriger mon entreprise. Je l'ai aidé dans des situations critiques, il ne s'est jamais trompé, parce que c'est une lumière, comme tous ces gens qui dirigent les boîtes du 440, c'est une intelligence pure, mais lui, il s'est coupé en deux. Il avait ses potes du rugby, avec qui il était un homme normal, où le cœur était là à tous les instants des conversations et tout, et puis il avait ses amis du 440, avec ce petit club très fermé, où il y a Bernard Arnault, où il y a tous les grands noms que vous connaissez, et j'ai eu la chance qu'il me raconte beaucoup de ce qui s'y passait, et ça me donnait l'effroi, et je me dis, mais ce garçon, et d'ailleurs, je n'ai pas été pour rien dans ses choix définitifs au moment de l'OPA, a abandonné, heureusement pour lui, parce que sinon je l'aurais perdu comme ami, parce que ça passait tout sur l'intelligence, il devenait une mécanique pure, l'intelligence artificielle était dans son logiciel, et dans sa relation aux autres, le cœur n'avait plus que ses copains de rugby. Donc, c'est là absolument pathétique. Puis je viens de vivre une dernière expérience. J'ai recruté il y a 2 ans un directeur général chez moi qui est un homme assez fantastique, sympa, hyper intelligent, il venait des États-Unis. On ne parlait pas la même langue. Et avec mes dirigeants, j'en ai 70% avec qui je ne parle pas la même langue. Et je pense que le langage du cœur n'est pas le langage de l'esprit. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'espère, parce que Hélène me disait, ce qui est important, c'est de donner envie aux personnes d'adhérer. Ben, j'espère que je vous aurai donné un tout petit peu envie, simplement de dire, sans vous, ça n'avancera pas. J'ai semé la graine, je suis un semeur de graines, maintenant je suis plutôt passeur, j'ai 75 ans, et sans vous, on n'y arrivera pas, donc j'ai besoin de vous. Voilà, merci. Merci. Merci Jean-Noël.